Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet que j'ai abordé des dizaines et des dizaines de fois, c'est-à-dire le problème de l'écran vert sur Amiga 500 et 500+. Donc jusqu'à maintenant, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous savez très bien que la méthode que j'utilise le plus souvent, c'est le dessoudage des chips mémoire, puisqu'un écran vert est en général un signe d'une défaillance d'un chip mémoire. En général, donc je les dessoude, je les positionne sur une carte de test et je les teste un par un pour savoir s'ils fonctionnent. Avec le temps, je me suis rendu compte que donc les écrans verts pouvaient venir des chips, mais aussi du Fatagnus et aussi de ce petit composant qui est là, le U37. Mais ça reste très rare. Donc en général, quand j'ai un écran vert, je me concentre sur ces 4 puces-là. En général, quand ça arrive, soit votre Amiga au démarrage vous fait un écran tout vert et ça ne bouge pas, mais vous pouvez aussi avoir un écran noir et parfois la LED Power qui se met à clignoter. Pour moi, directement, première chose, c'est l'installation d'une ROM de diagnostic. Dans le cas actuel, une Diagrom 1.1 et on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. Quand vous avez ça à l'écran avec une Diagrom, donc la diagramme ne démarre pas, mais elle envoie ce signal, en fait, ces rayures vertes et rouges. Et puis cette barre verte en bas qui clignote, bon bah ça c'est tout simplement un problème de mémoire. Donc comme je disais jusqu'à maintenant, je dessoudais, bref c'était un travail relativement long et j'étais obligé de chercher une par une le composant qui pourrait être HS. Maintenant que je commence à être un peu mieux équipé et avoir un raisonnement un peu plus... comment dire, un peu plus réfléchi, un peu moins hasardeux, on va dire. J'ai donc pris le datasheet d'un des composants mémoire, voilà, qui est donc celui-ci, hein, un TMS44C256, type N. Donc avec le datasheet, on peut se rendre compte qu'il y a 3 parties importantes, c'est-à-dire la première c'est le VCC, donc normalement qui doit être en 5 volts, donc on doit avoir 5 volts sur la patte du bas ici. Ensuite on a le DQ1 qui est censé être le data in, data out. Ensuite on va parler du G, donc qui est en data out enable, et le DQ4 qui est censé être un data in-out, mais qui là ne nous intéressera pas. Là, on va s'intéresser à 2 choses simples, c'est-à-dire le VCC et le DQ1. Pour ceci, on va avoir besoin, bien évidemment, d'un peu de matériel, un multimètre. Bon, ça c'est le minimum quand on fait de la réparation. Et on a besoin aussi d'une sonde logique. Ça, c'est une petite sonde que je vous ai déjà présentée dans une vidéo, qui devrait apparaître là, peut-être, je ne sais pas si je le mettrai. Mais elle va nous être très utile et vous allez comprendre pourquoi. Donc pour commencer, on va tester le VCC. Donc le VCC, c'est l'alimentation du composant qui doit être en 5 volts. On va donc tester des 4 puces mémoire. Je prends ma masse sur le coin de la carte ici. Et je vérifie. Ici, je dois avoir 5 volts. OK. Ici, je dois avoir 5 volts. OK. Ici. OK. Ici. OK. Donc jusque là, je sais que mon composant est alimenté. Donc, le multimètre, on le met de côté. Autre test qu'on peut faire qui est très simple, c'est poser les doigts sur les composants. Vérifier qu'il n'y en ait pas un qui soit brûlant. Alors là, bon, je connais déjà la réponse bien évidemment parce que j'ai déjà fait le diagnostic, mais moi ce que je constate avec l'habitude de mes doigts, c'est froid, 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 tiède. Un composant qui est plus chaud que les autres, ça peut arriver, mais déjà ça donne un indice. S'il était brûlant, vous ne vous posez pas la question, on considère qu'il est HS. Donc là maintenant, on va passer avec la sonde logique. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, vous allez tout de suite comprendre comment moi je l'utilise. Très franchement, je ne sais même pas si c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Mais moi, ça me donne pleine satisfaction. Donc, on la connecte donc sur le moins et le plus. Voilà, on peut vérifier qu'elle fonctionne. Et la sonde donne des signaux. Là, elle est en mode TTL Pulse. Voilà. Et donc, si on se balade sur le composant, donc si par exemple on veut aller là, voilà. Là, elle nous dit que le signal est low, donc bas, mais ça n'a aucune importance sur cette partie du composant. Là où ça va être intéressant, ça va être donc sur le DQ1, c'est-à-dire celui-ci. Là, celui qui est là. Il fait son petit bruit, il est en position low. Ce que j'ai fait maintenant, c'est que
J'éteins l'Amiga. Le signal s'arrête. Position haute. Basse, pardon. Donc je démarre l'Amiga. Là on peut voir à l'écran que la ROM essaye de démarrer. On entend des petits bruits de recherche, on va appeler ça comme ça. Changement de position. Et on arrive sur l'écran de démarrage de Diagram qui nous dit que ça va pas. Je vais pas vous le faire en vidéo, mais on va reproduire cette situation sur tous les autres. D'ailleurs, je vais le faire sur celui-là juste pour recommencer. J'éteins l'Amiga. Je l'allume. Je pose ma sonde. Voilà. Et on a encore une fois ce fameux son qui indique une activité. Maintenant, on va s'intéresser au dernier, celui qui est plus chaud. Encore une fois, j'éteins. J'allume l'Amiga. Je pose ma sonde. Et je suis en position basse. Je me repositionne pour que ce soit mieux. Je suis donc en position basse, comme je le disais, et on voit à l'écran, la ROM se charge. Donc là, on entend que le composant reste en position basse. Je rééteins l'Amiga. Je prends une puce mémoire neuve. Je vais resserrer les pattes légèrement pour qu'elles soient toutes parfaitement alignées. Je vais venir la poser sur le composant qui ne fonctionne pas. Donc l'idée c'est que ça force un minimum pour faire contact. Et je rallume. Et là, on a un démarrage de la Diagram. Donc, là ça veut dire que là je peux commencer à faire mes tests. Je sais que la Diagram démarre. On est sorti de l'écran vert. Dans l'absolu, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai analysé avec la sonde logique le comportement des chips. Ils sont 4. Ils sont 4 à être identiques et doivent fonctionner de la même manière. Donc ils doivent avoir le même comportement à la sonde logique. Là, le quatrième n'avait pas le même comportement. Donc j'en ai déduit que c'était celui-ci qui était HS. Et je me suis dit que c'était un peu comme quand on fait un piggyback, c'est-à-dire que quand on additionne les composants, on les multiplie. Je me suis dit que si celui du dessous ne fonctionne pas et qu'on pose dessus un composant fonctionnel, eh bien je pense que ça doit le bypasser et du coup faire en sorte que ça marche. C'est le cas actuellement. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donnerait si j'enlevais le composant à chaud? J'essaye. Eh bien, l'Amiga s'éteint et passe directement en écran noir. Allez. Je redémarre. Normalement, on va être sur la Diagram qui va nous dire qu'il y a un problème de mémoire. Voilà, on retombe donc sur l'écran de panne. J'éteins l'Amiga. Je repositionne mon composant. Voilà, je redémarre. Et on tombe sur la Diagram. Ce qui confirme en fait le fait que ce soit le composant là qui est HS. Ce que j'aimerais, c'est fabriquer un petit support avec la ROM directement soudée dessus et pouvoir la plugger comme ça sans faire ce montage un petit peu abracadabrantesque. Donc ce qu'il faut voir maintenant, c'est que cette solution permet de trouver la panne. Par contre, je vous déconseille de faire ça chez vous. Là, je le fais parce que j'ai l'habitude et que je sais comment me comporter quand je le fais. Mais si jamais vous avez le moindre dérapage entre le VCC et la masse, vous faites passer le 5 volts dans la carte, vous risquez de tout griller. Ça, c'est une méthode que j'ai trouvée. Si vous êtes habitué à faire ce genre de réparation, oui, vous pouvez le tenter, enfin, à condition déjà d'avoir une sonde logique, ce qui est logique. Mais je vous déconseille de faire ça à la maison, juste pour trouver une panne, vous risquez de faire de très très gros dégâts. Là, ça reste une détection de panne qui fonctionne, mais qui a quand même quelques risques. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est dessouder le petit composant mémoire et puis ressouder un composant neuf dessus. Alors, je vais commencer par enlever ma ROM de diagnostic parce qu'elle n'a plus besoin d'être là pour le moment. Faire chauffer la station à air chaud. Il me faut
une petite pince, une petite spatule, une lame fine. Et ça devrait être pas mal. Allez, on attaque. Alors c'est jamais très facile à dessouder parce que il y a toujours une patte en fait qui bloque. Donc c'est assez pénible à enlever, mais bon, ça se fait. Par contre, attention, le condensateur qui est là est extrêmement fragile. Donc surtout, n'y touchez pas quand vous faites cette opération. Donc là, il faut surveiller la couleur de l'étain, savoir s'il change de couleur. S'il devient bien brillant, en général, c'est qu'il commence à fondre. Alors normalement, pour ça, j'utilise mon gros décapeur thermique, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, il faut bien que je rentabilise un petit peu cette station à air chaud. Donc là, le composant commence à bouger. Voilà, il commence à se dessouder. Surtout ne pas rester statique, hein, toujours vous déplacer avec le système de chaleur. Là, c'est le bas qui n'est pas encore trop chaud. On maintient la température. Ça va venir, ça va venir. Voilà, et ça doit venir tout délicatement, comme quand vous arrachez une dent. Bon, comme je suppose que peu d'entre vous sont dentistes, vous ne devez pas avoir l'habitude d'arracher des dents. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est évider proprement tous les VIA pour pouvoir repositionner un nouveau composant. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais utiliser un tout petit peu de flux, pendant que la carte est encore chaude. Je vais recharger en étain pour que ce soit bien propre. Placement produit, hop. Donc je recharge les VIA avec de l'étain neuf, parce qu'il partira beaucoup mieux avec la tresse à dessouder. Voilà. Là, je suis en train de penser que j'ai pas réinstallé ma station. Ah oui, là j'aurais pu brancher l'autre station. On va voir comment ça se comporte, sinon je passerai avec la station de dessoudage. Hop, allez. Donc je viens d'enlever la partie supérieure, on va attaquer au-dessous. Et normalement, c'est les petits qui restent qui sont toujours les plus pénibles. Donc là, on peut voir que la soudure est concave, donc ça fait un trou. Donc en général, la tresse n'y va pas, donc on recharge un petit peu. Alors, je sais pas pourquoi, certains VIA comme ça ne fondent pas correctement. Voilà, donc il y en a 3 qui ne veulent pas. Donc pour les petits réfractaires, je vais utiliser ma station orange avec la panne très fine. Voilà. Tac. Et en général, ça fait des petites boules d'étain qui n'arrivent pas à s'enlever. Donc j'espère que le prochain flux que je vais commander améliorera tout ça. Hop. Et voilà. C'est tout beau, tout propre. Un coton-tige, de l'alcool iso. Et on nettoie. Et donc on va remplacer le petit composant qui était donc un Panasonic par celui-ci qui doit être un Texas Instruments, je crois. Tac, comme c'est bien préparé, ça rentre tout seul. Ne reste plus qu'à souder. Allez, petite séquence accélérée de soudure.
Donc, le petit composant a été remplacé. Et ben, il n'y a plus qu'à allumer et voir ce que ça donne. Et voilà, on démarre sur la diagramme. Donc, en remplaçant ce petit composant mémoire, ça a résolu le problème. Maintenant, on va démarrer sur la ROM d'origine de l'Amiga. Hop, on enlève la diagramme. Tac, on redémarre. Et normalement, on doit apparaître sur une 1.3. Ah. Ah. Ah bah ça c'est moche. Mince, j'ai été tout content. Alors maintenant, à savoir, est-ce que ce n'est pas la ROM qui pose problème? Bien, on se retrouve quelques heures plus tard, puisque ça n'avait rien à voir avec la ROM. Je n'ai pas tout filmé, puisque sinon on aurait fait une vidéo qui aurait duré au moins 4 heures. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, primo, j'ai trouvé donc un composant mémoire qui était grillé, je l'ai remplacé, donc je n'avais plus l'écran vert, je démarrais sur la diagramme. Pour ceux qui ont eu l'œil un peu affûté, vous avez pu voir que la diagramme ne détectait que 128 kg de mémoire. 128 kg est équivalent à un seul composant mémoire. Donc les autres n'étaient pas reconnus. En cherchant, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc dessoudé les deux composants qui sont là, qui vont gérer donc U13 et U12, qui sont dans la gestion de la mémoire. Contrôle de Denise, parce que mine de rien, Denise est reliée à la mémoire. Contrôle de Gary, puisque Gary est aussi relié à la mémoire. Bilan U12 défectueux. Je dirais pas qu'il était grillé, mais il ne fonctionnait pas correctement. Donc je l'ai dessoudé, je l'ai mis sur ma carte de test, ça fonctionnait pas. Ensuite je l'ai mis sur mon graveur d'EPROM qui m'a indiqué une erreur, donc je l'ai remplacé. Ensuite au niveau de Denise, Denise était brûlante et je trouvais que l'image était quand même pas terrible. Donc j'ai remplacé Denise et du coup j'avais plus de soucis. Donc plus de soucis au niveau de l'affichage et de la continuité de Denise au composant mémoire. Plus de problèmes sur U12 et du coup j'avais un démarrage à chaque fois mais avec 128 kg de mémoire, donc un seul slot et impossible de l'avoir autrement. Donc 128 kg c'est le minimum pour démarrer bien évidemment, mais il n'y a que la diagramme qui démarre dessus, même la Logica ne démarre pas avec 128 kg. Et je me suis rendu compte, comme on peut le voir sur la photo qui apparaît à l'écran, que en fait le slot de Fatagnus était complètement détruit. Donc, je l'ai démonté, je l'ai réparé, je l'ai ressoudé, je l'ai remis en place, et donc, j'obtiens enfin mes 512 kg de mémoire. Voilà. Ensuite, un petit hack bien sympathique pour obtenir donc un MO de chip RAM. Ah, ma lumière vient de m'abandonner. La journée a été longue pour elle aussi. Donc, une fois le Fatagnus reconnu et réparé, j'obtiens donc 512 kg et donc j'ai installé 1 méga de mémoire supplémentaire désactivable par un petit interrupteur. Bilan en fait de cette journée, puisque ça a été quand même relativement compliqué, il a fallu donc tester les slots mémoire, se rendre compte qu'il y en avait un de grillé, un de défaillant, 2 de fonctionnel. Donc là je me suis pas posé de questions, hein, j'en ai mis 8 qui sont en état neuf. Remplacer donc U12, réparer le support de Fatagnus, remplacer Denise. Et ben c'est déjà pas mal. Donc finalement, cette carte est réparée. Maintenant, elle boot sans problème. Reste à installer quelques petites choses dessus, mais ça, je ne le mettrai pas dans la vidéo parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, c'était pour vous dire que là, la réparation a été très longue. Et en fait, c'est super intéressant parce que du coup, je suis parti vraiment d'un écran vert, donc de zéro information, au moyen d'arriver à lancer une diagramme pour ensuite arriver petit à petit à trouver les éléments grillés et arriver à une fin heureuse. Voilà, donc encore un Amiga de sauvé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!